Parfait. Donc, on va tous cliquer Got it sur nos petits ordinateurs respectifs. Et puis, encore une fois, merci de cet accueil. Ce que je vais faire cette année, c'est de vous parler vraiment d'élargir un petit peu le sujet par rapport aux 2 années précédentes où j'avais parlé principalement de COVID-19. Ok, évidemment, on était dans la phase aiguë de cette pandémie. Alors, cette année, je vais faire ça un petit peu différent. J'ai aucune diapositive sur COVID-19. Je vais par contre prendre le temps de parler avec vous de ces maladies émergentes. Okay? Qu'est-ce que c'est qu'une maladie émergente et puis pourquoi est-ce qu'il y a des maladies émergentes? Quels sont les mécanismes? Donc, je vais commencer tout de suite le partage de mon document et puis je vous parlerai de mon petit plan. OK. Donc, alors, tu dis oui? J'imagine que vous voyez tous la présentation, incluant Québec. S'il y a un problème, dites-le moi, mais j'imagine que ça fonctionne. Alors, donc le plan que je vous propose, c'est de commencer par des généralités sur les maladies infectieuses émergentes, puis comme je le disais, je vais prendre le temps. Ensuite, on va parler de l'épidémie qu'on a connue l'an passé, qui était celle de la variole simienne. Et ensuite, on va parler un petit peu de fièvre jaune, qui est une maladie en fait qui est réémergente. Et beaucoup de maladies émergentes sont en fait des maladies réémergentes. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Et pour finir, je vous parlerai du rôle des changements climatiques dans les maladies infectieuses émergentes. Ça, c'est une petite partie que j'ai déjà présentée l'an passé. Donc, pour les quelques-uns d'entre vous qui ont déjà vu ma conférence l'an passé, je m'excuse, il va y avoir un petit peu de répétition. Mais je l'ai mis à la fin, alors comme ça, si vous trouvez ça trop ennuyeux, vous pourrez partir en vous disant que vous avez quand même vu tout ce qui était nouveau. Donc, commençons par les généralités et je vais commencer par une question pour vous. Moi, j'aime bien quand c'est interactif. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'on a des épidémies de maladies infectieuses émergentes? Okay? Le fait qu'on appelle ça émergente, ça signifie que c'est typiquement il y a un caractère nouveau, là, évidemment. Ce n'est pas forcément un nouveau microbe qu'on ne connaissait pas du tout. Ça peut être un microbe qu'on connaissait déjà, mais qui se met à émerger d'une façon imprévue. Okay? Donc, comment ça se fait que ça se produit et quels sont les mécanismes qui peuvent être impliqués? Donc, dans le fond, je vous demande simplement de formuler des hypothèses. Là, soyez pas timides. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous pouvez prendre le micro et le dire oralement. Vous pouvez l'écrire dans le chat. Puis, je vois qu'il y a déjà un petit message dans le chat. Donc, je vais aller voir contact avec les animaux. Donc, effectivement, oui, beaucoup de maladies émergentes proviennent des animaux. Alors, quand un microbe saute d'une espèce à une autre espèce, on appelle ça une zoonose. Et par extension, les maladies humaines qui ont une origine animale, on appelle ça des maladies zoonotiques. Okay? Le fait qu'on augmente les contacts avec les animaux en envahissant de plus en plus leur espace de vie naturel. Et puis, le fait qu'il y a des changements au niveau des habitudes migratoires animales font en sorte qu'il y a des nouveaux contacts. C'est-à-dire que l'espèce humaine est davantage au contact avec certaines espèces animales qu'elle ne l'a été dans le passé. Et donc ça favorise des maladies émergentes. Je vois qu'on parle de déforestation. Effectivement, la déforestation, en fait, va réduire ce qu'on appelle la biodiversité, okay? C'est-à-dire l'étendue d'espèces
sauvages qui existent. Et ce que ça va amener, c'est qu'il y a certaines espèces qui vont mieux résister que d'autres à la disparition de leurs habitats naturels. Et c'est ces espèces qui restent et qui sont bien adaptées à l'humain. On peut penser par exemple à des rongeurs comme les rats. Ce sont des espèces qui classiquement sont très douées pour nous transmettre des maladies. Aussi, la déforestation, ce que ça fait évidemment, c'est que ça oblige les animaux sauvages justement à changer leurs habitats, à bouger, et ça augmente les contacts avec eux. Alors, on me dit les voyages, encore une fois, une excellente hypothèse qui est là aussi réelle, et on va en parler, je vais vous donner un exemple de ça. Les déplacements humains, d'une façon générale, ont augmenté de façon vraiment, j'allais dire spectaculaire, mais c'est plus que ça. C'est vraiment une augmentation astronomique comparée à ce que c'était il y a un siècle, par exemple. Okay? On prend tous l'avion enfin, en tout cas, beaucoup d'entre nous prennent l'avion sur une base régulière. On échange beaucoup de marchandises au travers le monde. On mange tous les jours des fruits et des légumes qui viennent du Mexique, du Brésil. Beaucoup d'objets de consommation sont faits en Chine ou ailleurs. Donc, effectivement, tous ces échanges favorisent évidemment la propagation des microbes. Donc, Monsieur Mario Alain, bonjour. D'ailleurs, je me souviens de vous. Vous étiez là à une ou deux conférences précédentes. Oui, donc les conditions nécessaires à la propagation apparaissent, donc climat, activité humaine. Donc, dans le fond, ça rejoint un petit peu ce que les autres personnes disaient. Extrême qui diminue notre exposition au virus. Ça, je ne suis pas sûr de quel extrême. Je pense que vous vouliez parler de l'immunité, peut-être. OK, hygiène extrême, pardon, qui diminue notre exposition au virus. Ça, c'est une hypothèse intéressante. Je ne sais pas à quel point ça a été confirmé, ça a été vraiment prouvé. Je sais que je ne sais pas le sujet du jour, là, mais je sais que le fait d'être moins exposé à des microbes quand on est enfant, ça a été proposé dans des maladies telles que les maladies d'allergie, okay? Et peut-être certaines maladies auto-immunes. Cela dit, pour ce qui est des maladies infectieuses émergentes, je n'ai jamais vu vraiment là que c'est une hypothèse qui aurait été avancée ou acceptée. Alors, merci pour tous ces usages abusifs d'antibiotiques. Effectivement, ça c'est vrai également. Une partie des maladies émergentes qui existent sont des microbes, en particulier des bactéries, qui sont donc résistantes aux médicaments antimicrobiens. Et les médicaments antimicrobiens pour les bactéries, ce sont les antibiotiques. Et c'est effectivement le cas. On sait que ça a un rôle. Et plus précisément, l'usage abusif d'antibiotiques dans l'élevage des animaux a un rôle important. Donc, il y a trop de pays dans lesquels il y a peu ou pas de régulation de l'utilisation d'antibiotiques dans les élevages. Les éleveurs souvent utilisent les antibiotiques pas lorsque un de leurs animaux est malade, mais dans le fond, ils l'utilisent sur une base journalière, okay, une base continue, simplement pour prévenir l'infection de ces animaux, parce que ce que ça fait, c'est qu'au final, les animaux vont avoir quelques pourcents de plus dans leur masse corporelle, et donc quand ils vont vendre ces animaux pour aboutir à de la viande, et ça va leur faire des revenus plus élevés. Okay? Donc, et ça, c'est un petit peu malheureux qu'on remplit des animaux qui ne sont pas malades d'antibiotiques simplement par prévention, ok. Et au final, ça mène à de l'émergence de bactéries résistantes. Mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Malheureusement, on ne peut pas parler de toutes les maladies.
Donc, ensuite, une autre excellente hypothèse, donc notre système immunitaire qui est plus ou moins adapté à des microbes. Et effectivement, ça c'est très connu comme étant le cas lorsque une population humaine particulière, on pourrait même dire l'espèce humaine dans son ensemble, n'a pas été confrontée à un microbe depuis longtemps, mais évidemment, on perd l'immunité collective. Là, les gens n'ont plus d'anticorps, par exemple, dirigés contre ce microbe. Et si ce microbe, si l'espèce humaine est à nouveau exposée à ce même microbe, ça peut conduire à des épidémies importantes. Alors, merci pour toutes ces hypothèses. C'est le fun que vous participiez autant. Donc, je vais continuer avec certaines définitions. Et vous allez voir que ce que je vais dire va rejoindre un petit peu ce qu'on disait. Donc, elles sont souvent causées par de nouvelles souches d'un agent pathogène déjà connu. Donc, les nouvelles souches peuvent avoir un avantage par rapport aux anciennes. Premièrement, c'est que les humains n'auront pas une immunité efficace contre cette nouvelle souche, même s'ils en avaient contre l'ancienne souche. Aussi, la nouvelle souche pourrait être résistante à tel ou tel médicament qui est fréquemment utilisé chez l'humain. Et puis, comme on le disait un petit peu plus tôt, on a de plus en plus de maladies infectieuses émergentes qui sont causées par des bactéries résistantes à des médicaments. Donc, souvent, on n'a pas ou peu d'immunité protectrice. Okay? Soit parce que c'est un microbe totalement nouveau dans l'espèce humaine comme SARS-CoV-2, COVID-19, soit parce que c'est un microbe auquel l'espèce humaine n'a pas été exposée depuis longtemps. La majorité proviennent du monde animal. Et parmi celles qui proviennent du monde animal, une bonne partie sont transmises par ce qu'on appelle des vecteurs. Donc, le vecteur, c'est quelque chose qui va transporter le microbe depuis un autre animal vers l'hôte humain. Okay? Et les deux types de vecteurs principaux, ce sont tous les deux des insectes piqueurs, ce sont les moustiques et les tiques. Il y a également d'autres insectes qui sont des mouches qui transmettent également des maladies. Des mouches qui ne piquent pas comme un moustique, là, mais qui mordent. Okay? Mais ça reste minoritaire par rapport aux moustiques et aux tiques. Donc, les maladies infectieuses émergentes peuvent être causées par l'expansion géographique d'un vecteur. Donc, comme je le disais, le plus souvent, ce sont des insectes. Ou bien, il peut aussi y avoir un nouveau vecteur qui transmet la maladie. En ce moment, on a une problématique avec la malaria qui semble être transmise par une nouvelle espèce de moustique dans certaines régions, notamment dans l'est de l'Afrique. Et c'est un moustique qui a des caractéristiques différentes de ce à quoi on était habitué. Alors, classiquement, la malaria est transmise par un moustique qui s'appelle l'anophèle. Et l'anophèle, sa particularité, c'est que il pique la nuit et non pas le jour, et il est présent surtout dans des régions rurales et non pas urbaines. Donc, dans les pays dans lesquels il y a le plus d'incidence pour ce qui est de la malaria, essentiellement, ce sont des pays d'Afrique au niveau des tropiques, les régions chaudes et humides de l'Afrique. Eh bien, c'est essentiellement dans les villages que les gens sont touchés plutôt que dans les grosses villes. Et on peut se protéger efficacement relativement efficacement en utilisant des moustiquaires, et notamment on utilise beaucoup des moustiquaires qui sont enduites d'un produit toxique contre le moustique, comme par exemple le DEET, DEET. Okay? Et donc ça, c'est
c'est la situation classique pour la malaria. Mais maintenant, il semble y avoir un nouveau vecteur qui, lui, est plutôt urbain et qui ne pique pas spécialement la nuit. Et donc, ça devient plus difficile de se protéger contre ce moustique. Et il y a certaines régions où il y a une augmentation des cas de malaria en ce moment, alors qu'il y avait une diminution constante depuis littéralement des dizaines d'années. Alors, voilà. La majorité des maladies infectieuses émergentes sont causées par des virus. La raison donc des virus plutôt que des bactéries, ou que des protozoaires. Les protozoaires, ce sont des petits parasites qui sont plus évolués, donc la malaria, par exemple, c'est un protozoaire, donc les virus forment la majorité des maladies infectieuses émergentes. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que les virus forment la majorité de ces maladies émergentes? Est-ce que quelqu'un aurait une hypothèse? Oui, Monsieur Marc Aurèle. Oui, peut-être parce que ça dépend à quoi on compare un virus. Si on compare les virus à une bactérie, les bactéries, c'est peut-être plus localisé, puis les virus sont plus. Ils prennent plus d'expansion au niveau territorial, si vous voulez. Je ne sais pas, dans la transmission. OK. Mais en tout cas, voilà. C'est une bonne hypothèse, mais je ne pense pas qu'elle soit vérifiée dans le sens qu'il y a des bactéries qui sont capables de se répandre efficacement à la surface de la planète. Peut-être pas aussi rapidement que des virus, mais quand même assez efficacement. Donc, c'est pas vraiment la réponse vers laquelle j'essayais de vous orienter. Une autre réponse intéressante, c'est parce que les antibiotiques n'ont pas d'effet. Oui, d'accord, mais il y a de plus en plus de bactéries contre lesquelles on n'a pas beaucoup d'antibiotiques efficaces non plus. Et puis pour les virus, on a parfois des antiviraux efficaces. Donc c'est pas la raison majeure là pour laquelle les nouvelles maladies. Les virus n'ont pas de prédateurs. C'est intéressant comme hypothèse. C'est vrai qu'ils ne sont pas de prédateurs. Par contre, les autres, comme les autres mammifères, là, comme les humains et puis les autres mammifères, on a quand même des systèmes immunitaires assez sophistiqués pour nous en protéger. Donc, il y a moyen de contrôler une épidémie lorsque l'immunité collective est bonne, mais bien souvent, ces maladies apparaissent justement parce qu'il n'y a pas d'immunité préexistante comme on l'a vu. Mais il y a une autre, mais là, ce que je dis serait vrai des bactéries, là, tout aussi bien que les virus. Il y a une autre raison pour laquelle c'est plus souvent des virus. Donc, on peut penser à COVID-19, évidemment, qui est un virus, mais aussi, vous vous souvenez toutes de la grippe aviaire d'il y a une quinzaine d'années environ. Il y a eu d'autres épidémies comme le MERS, dont on va peut-être parler un tout petit peu plus loin. Chikungunya, dont on va parler un peu plus loin. La fièvre jaune qui réémerge. Tout ça, ce sont des virus. Comment ça se fait que c'est souvent des virus? Et évidemment, le VIH qui cause quand même une pandémie depuis une quarantaine d'années et qui est présent dans l'espèce humaine depuis environ 120 ans. S'il n'y a pas d'autres hypothèses, je vais vous donner la réponse, c'est que les virus évoluent plus rapidement que les autres entités biologiques. Donc, un virus évolue plus rapidement qu'une bactérie et beaucoup plus rapidement qu'une espèce comme l'espèce humaine, par exemple. La raison pour ça, c'est que les virus dans le fond, font beaucoup d'erreurs quand ils se répliquent, quand ils répliquent leur génome. Et toute évolution est basée sur des erreurs au niveau de la réplication de génome. Et lorsque il y a des erreurs qui sont néfastes, et dans ce cas-ci, évidemment, l'individu résultant ne va pas survivre, d'accord? Il y a des erreurs qui sont neutres, il y a des erreurs qui sont bénéfiques, c'est-à-dire que par accident,
eh bien, il y a une mutation qui apparaît et qui va conférer un avantage. Alors, lorsque une mutation ou plusieurs mutations confèrent à un virus la capacité de se propager efficacement chez l'humain, ben évidemment, ça va mener, ça peut mener en tout cas à une maladie émergente. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit donc pour les virus plus souvent que pour les bactéries, tout simplement parce que les bactéries évoluent plus lentement. Et enfin, une dernière propriété fondamentale, c'est que les maladies infectieuses émergentes apparaissent essentiellement dans les zones tropicales. Il y a deux raisons essentielles à ça. La première, c'est que ce sont les régions dans lesquelles la biodiversité est la plus grande. Et deuxièmement, ce sont également les régions dans lesquelles il y a le plus de contact justement entre les humains et puis les animaux très différents, ce qui peut mener donc à des sauts d'espèces. OK, donc faisons un petit peu le bilan de la variole simienne qu'on a connue l'an passé. Alors, c'est une épidémie qui est encore en cours, mais qui s'est vraiment beaucoup atténuée. Et ça, on va voir que dans ce cas-ci, ça a été causé pas nécessairement par un pathogène qui était très nouveau, mais plutôt par un nouveau mode de transmission. Donc, la variole simienne, commençons par voir un petit peu les caractéristiques de la maladie elle-même. Alors, pour ce qui est des symptômes, il y a une période d'incubation qui est de quelques semaines. L'incubation, c'est quand vous contractez un microbe, il y a toujours un certain temps pendant lequel il n'y a rien qui se passe. Et à un moment donné, vous allez avoir des symptômes qui vont apparaître. Donc, le temps qui s'écoule entre le moment où vous avez contracté le microbe et le moment où les premiers symptômes apparaissent, ça, c'est le temps d'incubation. Et suite à cette période d'incubation, les premiers symptômes qui vont apparaître sont de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, de l'enflement de ganglions lymphatiques, de la fatigue. Ces premiers symptômes, comme vous pouvez le constater, ne sont pas très spécifiques. Il y a beaucoup de maladies là, dans lesquelles on a exactement ce genre de symptômes. Et ça, c'est toujours un petit peu problématique parce que, évidemment, ça fait en sorte que il y a des mauvais diagnostics qui sont faits. On peut passer à côté d'éclosions de maladies émergentes pour cette raison que les premiers patients ne sont pas bien diagnostiqués. Mais par la suite, les symptômes qui apparaissent, ce sont des lésions qui sont des boutons assez, comme on peut le voir, assez gros, qui se reconnaissent très facilement. Donc, un médecin, là, évidemment, n'aurait aucun mal à reconnaître la variole en regardant ce genre de lésions. Ce sont des lésions qu'on appelle pustuleuses, donc il va y avoir un petit peu de liquide à l'intérieur, et le liquide qui est présent dans les lésions est plein de virus. Donc, ces lésions sont une source de transmission. Ça veut dire que la personne, s'il y a des lésions qui sont rompues ou la personne se gratte ou quoi, la personne va avoir plein de virus sur la peau, sur ses mains. Donc, si vous êtes en contact avec cette personne, ça peut être un contact aussi simple que de se serrer la main ou de faire un petit câlin si c'est un enfant, ça va suffire à transmettre le virus. Donc, ces pustules vont devenir, au final, vont se transformer en croûte. Là, à ce moment-ci, il n'y aura pas tellement de virus qui restent. Et c'est une phase qui dure de 5 à 7 jours. Et le nombre de lésions qui apparaissent va dépendre de l'âge, va dépendre du niveau d'immunité. Donc, les gens qui sont plus immunodéprimés ou immunodéficients, c'est-à-dire leur système immunitaire fonctionne moins bien pour toutes sortes de raisons, vont être plus à risque de développer une forme grave de cette maladie. On disait la même chose pour COVID-19, évidemment, puis ça s'applique malheureusement à bien d'autres maladies.
bien d'autres maladies infectieuses. Le taux de mortalité varie beaucoup. Souvent, il est situé quelque part entre 1 et 10%. Mais vous voyez, lorsque on a fait cette même conférence à l'an passé, je crois avoir peut-être déjà un peu parlé de la variole simienne, et je me souviens qu'à ce moment-là, il n'y avait pas eu encore un seul décès en dehors de l'Afrique. Okay? Il y avait déjà des cas au Canada et aux États-Unis, mais il n'y avait pas eu de décès encore. Il y a eu maintenant des décès, ok? Mais le risque de décès est vraiment lié à l'immunodépression, à l'âge également. Donc, des jeunes enfants là, pourraient être plus à risque, des personnes plus âgées également à cause justement de la diminution du niveau de l'immunité. Donc, une éclosion typique qui s'est produite dans un des pays africains dans lesquels la maladie est endémique. Donc, c'est une épidémie qui a eu au Nigeria en 2017-2018. Il y a eu 122 cas au total et les cas, vous les voyez ici sur le schéma qui est à droite. Et en tout, il y a eu donc 7 décès sur les 122 cas. Donc, on parle de... je ne sais pas calculer exact, là, mais je crois qu'on est autour de 5 ou 6% de décès. Okay. Et sur les 7 personnes qui avaient décédé, 4 étaient VIH positives, ce qui, évidemment, les chiffres sont un peu faibles, donc on ne va pas s'amuser à faire des statistiques très fiables, mais c'est quand même parlant. Ça montre bien que d'être immunodéprimé suite, par exemple, à l'infection au VIH, ça prédispose à la forme grave de la maladie. Donc, voyons ce qui s'est passé l'an passé. Je suis allé faire une petite recherche pour cette conférence, et puis dans cette épidémie mondiale, on en est maintenant à environ 84 000 cas au total, et il y a eu maintenant une centaine de décès, dont la majorité ont été, un petit peu plus de la moitié en fait, ont été aux États-Unis. Donc, OK. Donc, vous voyez que le pic pour cette épidémie a été atteint au cours de l'été, là, environ fin juillet ou courant août 2022. On le voit dans le monde, c'est à peu près la même chose aux États-Unis. Par la suite, ça s'est redescendu de façon continue. Et au Canada, on a eu jusqu'à un maximum d'environ 25 cas par jour, là encore au cœur de l'été, la fin juillet 2022, et c'est beaucoup redescendu par la suite. Alors, si on voit la distribution par pays, on va voir là aussi que l'épidémie de 2022 ne ressemble vraiment pas à ce qu'on voyait précédemment. Donc, la variole simienne, c'est un virus qui est connu depuis longtemps. Donc, il y avait des éclosions dans plusieurs pays africains dans lesquels on dit que la maladie est endémique, c'est-à-dire qu'il y a de la transmission locale régulière. Okay? Et ça, ce sont les pays qui sont ici montrés en bleu, donc ils sont au centre et à l'ouest de l'Afrique. Et donc, un exemple du type d'éclosion qu'on avait dans ces pays, c'est ce que je vous montrais juste ici, là, avec une éclosion particulière au Nigeria. Okay? Globalement, les chiffres de variole simienne étaient relativement petits. Donc, sur 10 ans dans les années sur 20 ans plutôt, entre 1970 et 1990, il y a eu seulement 400 cas de rapportés. 500 dans la décennie des années 90, 116 dans la décennie des années 2000, 430 des années 2010.
Et bon, je vais passer là sur les 2 ans qui ont précédé. Là, il y avait eu une augmentation du nombre de cas en réalité qui avait déjà soulevé certaines inquiétudes. Donc, plus de cas dans les pays qui étaient des pays endémiques. Okay. Et par la suite, en 2022, donc, il y a eu une explosion du nombre de cas. D'accord. Et une explosion du nombre de pays dans lesquels on avait des cas. Donc, bon, là, c'est un petit peu mêlant parce que ici, les pays non endémiques sont montrés en bleu alors qu'ils étaient montrés en orange sur l'autre dessin. Je m'excuse, là, je ne peux rien faire à ce sujet. Et donc, là, on trouvait donc de la variole simienne dans beaucoup de nouveaux pays, okay? Et la plus grosse incidence, c'était aux États-Unis. Okay? Mais tous les pays d'Europe étaient également touchés. Le Canada a également été touché. D'ailleurs, Montréal a été la ville dans laquelle on avait le plus de cas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait soudainement une explosion du nombre de cas, puis une propagation internationale de ce virus, au lieu que ce soit des éclosions de relativement petite taille et qui restaient très localisées. Okay? On n'a pas encore toutes les réponses à ces questions importantes, mais on a certaines réponses. Et les réponses, elles nous viennent d'études épidémiologiques, notamment au niveau de la recherche de facteurs de risque. Okay? Et en même temps, je parlerai de létalité. Donc, au niveau de la transmission du virus entre humains, dans cette épidémie de 2022, on a vu qu'une majorité de cas étaient associés à des contacts sexuels. Okay? Et une minorité de cas correspondait dans le fond davantage à ce qu'on connaissait de ce virus auparavant, c'est-à-dire que, comme je vous le disais plus tôt, si vous avez par exemple un enfant dans votre famille qui est affecté et puis que vous vous en occupez, vous soignez cet enfant, donc ça va vous amener à toucher cet enfant, vous risquez de contracter le virus de cette façon. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des contacts rapprochés peau à peau, ou ça peut être également possiblement via les sécrétions respiratoires, on n'est pas tout à fait certain. Donc ça, c'était les modes de transmission qu'on connaissait déjà. Donc, la nouveauté, c'est que maintenant, il y a, en tout cas maintenant, dans cette épidémie de l'an passé, la majorité des cas étaient associés à de la sexualité. Ensuite, si on regarde, on continue à chercher des facteurs de risque. Donc, quand on cherche des facteurs de risque, ça ressemble à des longs questionnaires dans lesquels on note toutes les questions qui ont à voir avec l'identité des individus. Est-ce que c'est un homme, une femme, quel âge, où cette personne vit-elle, etc. Et puis, tout ce qui est des habitudes de vie. Et également tout ce qui est des problèmes de santé préexistants. Okay? Donc, on a vu clairement, dès le début de cette épidémie, que c'était essentiellement des hommes qui étaient touchés bien plus que des femmes. Okay? De façon intéressante, on a vu qu'il y avait un nombre très anormalement élevé de personnes qui avaient contracté la variole simienne et qui étaient VIH positifs. Okay? Donc, avoir le VIH était un facteur de prédisposition au fait de contracter cette maladie. Heureusement, la majorité des cas, 94% plus précisément, étaient des cas légers, c'est-à-dire que les gens n'étaient pas hospitalisés, ils étaient traités chez eux et la maladie se résorbait naturellement. Il y avait quand même une minorité de cas qui conduisaient à l'hospitalisation. Et donc, il y a eu quelques décès, mais le nombre de décès, c'est calculé comme étant moins de 1% là, sur cette diapo là, qui date de août 2022. En fait, maintenant, on peut avoir
chiffre un petit peu plus précis. Là, donc, on a eu une centaine de décès sur 85 000 cas. Donc, c'est le pourcentage de décès, c'est 1 sur 840. Donc, si je calcule bien, ce serait un petit peu plus de 0,1%. Si je me trompe pas, je suis pas le meilleur en maths, surtout quand je fais des maths devant tout le monde, mais c'est quand même faible, ok? Heureusement. Donc, ce qui ressort de toute cette recherche de facteurs de risque, c'est que l'épidémie a concerné principalement les homosexuels masculins, mais pas n'importe quels homosexuels masculins. D'autres études que je vais vous... non, pardon, que je ne vais pas vous montrer parce qu'on va pas avoir le temps. C'était peut-être des études un petit peu plus pointues, montraient que ça corrélait fortement avec le nombre de partenaires de la personne. Donc, les personnes qui étaient de très loin les plus à risque, c'était les homosexuels masculins qui avaient de multiples partenaires, ok? Et également qui avaient des relations non protégées. Et donc, c'était pas surprenant qu'il y ait une corrélation avec le statut de VIH positif, parce qu'évidemment, ce sont les mêmes habitudes de vie qui augmentent le risque de contracter le VIH et de contracter d'autres maladies sexuellement transmissibles. Okay? Et donc, l'immunodéficience est un facteur de risque pour les complications et pour le décès. Alors, je le montre pas ici, mais parmi les personnes qui décédaient, donc, ceux qui sont hospitalisés puis ceux qui décèdent, il y avait une partie grande de ces personnes qui étaient donc VIH positives ou qui présentaient d'autres formes d'immunodéficience. Okay. Donc, en passant, je veux préciser là que quand on fait et je pense que c'est une précision importante, et surtout quand je m'adresse à un public général comme vous, mais je sais que vous prenez des cours à l'UTA, donc je sais que vous êtes des gens sophistiqués et que je n'aurais pas besoin de le préciser, mais je trouve quand même important de le préciser, c'est que ce qu'on fait ici, quand on cherche ces facteurs de risque, c'est qu'on veut mieux comprendre la maladie, on veut comprendre comment elle se transmet. Et ça amène à regarder ce genre de choses, comme le nombre de partenaires sexuels, etc. Ça ne veut pas dire qu'on porte un jugement sur les gens, okay? Et ça ne veut pas dire qu'on cherche à pointer du doigt tel ou tel groupe de population. Okay? Donc, les bénéfices de mieux comprendre ce genre de choses, c'est qu'on va mieux être capable de prévenir, d'empêcher les transmissions si on sait comment les empêcher. Et puis, on va pouvoir diriger les efforts de santé publique en direction des bonnes personnes. Okay? Donc, voici. Alors, pour ce qui est de quelques caractéristiques concernant la variole simienne et puis sa transmission, donc bon, on a déjà dit que c'était une maladie virale. Le nom du virus a changé de nom, donc on l'appelait monkeypox, c'est-à-dire virus de la variole du singe. Okay? On l'appelle maintenant mpox. Si on a du temps à la fin et que ça vous intéresse de débattre de ça, on pourra. Bon, c'est un petit peu un petit peu ridicule parfois là, ce genre d'actions là qui sont prises par l'OMS, mais bref. C'est transmis par les animaux. Donc, lorsqu'il y a des éclosions dans les pays endémiques, qui sont tous en Afrique, dont je vous montrais un petit peu plus tôt, ça vient principalement des rongeurs. Donc, les rongeurs qui sont proches de l'humain, enfin qui sont proches, qui partagent le même environnement, okay? Donc ça peut être des petits rongeurs comme des souris ou des rats, okay? D'autres sortes de rongeurs également, peuvent laisser du virus sur des objets, okay? Dans une maison ou dans un espace que les humains occupent aussi, peuvent avoir du virus également dans leur salive, okay? Et donc occasionnellement des humains
peuvent devenir infectés et souvent, ils vont transmettre le virus à peu de personnes, aux membres de façon typique, ça va être aux membres de leur famille, puis ça va s'arrêter là. Donc, on l'appelle la variole simienne, en fait, parce que le virus a été découvert chez un singe, mais en réalité, le plus souvent, c'est vraiment les rongeurs qui apportent le virus. Donc, c'est un virus qu'on connaît depuis 1970. On l'avait découvert en République démocratique du Congo. Donc, comme je l'ai dit, le plus souvent, c'est à partir d'animaux sauvages, mais la transmission humaine est possible. Donc, je parlais de personnes de la même famille. Ça peut être aussi dans des prisons, bref, dans des lieux où la densité humaine va être élevée, auxquels les gens vivent ensemble. Donc, pour les modes de transmission depuis les animaux, ça peut être de la manipulation de viande d'animaux qui sont chassés. C'est vrai que je ne l'avais pas mentionné. Ça peut être des morsures d'animaux. Et comme je l'ai dit, ça peut venir aussi de traces de salive que les animaux auraient laissées sur les objets. Il y a eu une épidémie de variole simienne aux États-Unis. Je ne me souviens plus de l'année exacte. Il y a eu pas loin d'une centaine d'Américains qui ont été infectés. Et en réalité, l'éclosion là-bas provenait de rongeurs qui avaient été importés d'Afrique. Je ne me souviens pas du nom du rongeur, c'était juste un genre d'animal exotique là, que les gens achètent juste pour le fun. Mais c'est ça, il y a parfois des risques à acheter des animaux qui viennent de loin. Alors, donc, pour ce qui est des modes de transmission entre humains, avant 2022, comme on l'a dit, c'est contact rapproché avec la peau, les muqueuses, ou des fluides corporels comme la salive, souvent à l'intérieur d'une famille. Alors, l'épidémie de 2022 a tout changé. Donc, on parle de transmission sexuelle ou de contact ou de contact rapproché. Et je devrais mentionner qu'on a observé que les lésions, là, ces fameuses grosses lésions pustuleuses qui sont caractéristiques de la variole, elles sont plus souvent présentes dans les régions génitales, par rapport à la variole simienne classique qu'on connaissait, où les régions génitales n'étaient pas spécialement touchées. Donc, ça amène à la question: est-ce que le virus a muté d'une façon qui lui permettrait d'être plus efficacement propagé par des contacts sexuels? On n'a pas, à ma connaissance, on n'a pas de réponse définitive à ça. Il est possible que le virus n'ait pas muté, mais que simplement, il a été introduit dans ce groupe de populations humaines qui sont très à risque parce qu'ils ont de multiples partenaires sans protection. Donc, ce serait simplement une circonstance qui ferait en sorte que ce virus se serait propagé sans qu'il y ait eu de mutation du virus nécessaire pour ça. Mais on ne peut pas exclure qu'il y ait eu des mutations. Je n'ai pas de réponse à cette question présentement. Alors, en réponse à cette épidémie, il y a eu des campagnes de vaccination. Le vaccin qui est utilisé, c'est celui contre la variole. Donc, la variole, c'était une maladie humaine qui était très répandue il y a un siècle, avec un taux de fatalité qui était quand même assez élevé. C'est une maladie dont les gens avaient très peur. Il y a des vaccins qui avaient été développés. On a vaincu en théorie, l'espèce humaine a vaincu la variole, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cas de variole à travers le monde. Ça a été vaincu au prix de grosses campagnes de vaccination internationale. Cela dit, évidemment, on maintient des stocks de vaccins parce qu'on ne peut pas exclure que la variole va à nouveau émerger un jour. Et ces vaccins contre la variole, on les a utilisés pour la prévention de la variole simienne. Cela dit, évidemment, c'est un vaccin qui n'est pas parfait parce qu'il n'est pas conçu pour
la variole simienne, il est conçu pour la variole humaine qu'on connaissait classiquement. Et aussi, il n'y a pas suffisamment de doses pour faire des vaccinations de masse. Puis d'ailleurs, des vaccinations de masse ne seraient peut-être pas recommandées dans un cas comme celui-ci, parce que c'est une maladie qui reste limitée à un relativement petit nombre de personnes. Donc, ce qu'on fait, c'est que on a fait des campagnes de vaccination qui se concentrent sur les personnes les plus à risque et ce qu'on appelle les cas contacts. Donc, ce qu'on entend par là, c'est que si une personne est diagnostiquée avec la variole simienne, eh bien, les personnes qui vivent dans l'entourage de cette personne, c'est-à-dire, exemple, les colocataires, si cette personne partage un appartement avec d'autres, les partenaires sexuels, peut-être les membres de la famille, vont être considérés comme étant à risque de contracter la variole à partir de cette personne qui est déjà diagnostiquée. Et donc, on va vacciner ces personnes-là. Okay? Parfois, en anglais, on appelle ça de la ring vaccination, donc vaccination en cercle, okay? C'est-à-dire qu'on vaccine toutes les personnes qui sont sur le cercle de contact autour d'une personne qui est déjà infectée. C'est une stratégie qui avait déjà été utilisée avec succès d'ailleurs pour contenir des éclosions d'Ebola. Okay? De façon vraiment très regrettable. Et j'ai pas de mise à jour, mais à ma connaissance, ça n'a pas changé. Les campagnes de vaccination ont eu lieu seulement dans les pays qui avaient déjà les stocks de vaccins. Donc, c'est des pays occidentaux, puis pas tous les pays occidentaux, mais certains. Il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu au Canada. Et au moment où j'avais étudié la situation en septembre 2022, il n'y avait eu 0 vaccin injecté sur le continent africain, alors même que les vaccins contre la variole ont été développés en partie par des campagnes, enfin des essais cliniques. Il y a toujours des essais cliniques, okay, quand on met au point un vaccin. Ces essais cliniques avaient eu lieu en Afrique. Okay? Donc, ça, je fais un petit aparté, là, mais on en revient à ce genre d'injustices qui se produisent dans lesquelles des pays participent à l'élaboration d'une solution, mais ne bénéficient pas de cette solution. C'est certainement quelque chose là, sur lequel qui serait à améliorer dans le futur. Donc, l'efficacité du vaccin, elle est, comme je l'ai dit, elle est mal connue. On sait que c'est pas un vaccin parfait. C'est difficile de tester parce qu'on ne peut pas faire des essais cliniques traditionnels. Dans un essai clinique traditionnel, vous donneriez le vaccin en développement à 10 000 personnes et puis vous injecteriez un placebo à 10 000 personnes et ensuite vous suivez l'évolution des deux groupes. Quand on répond à une crise comme celle-ci, on ne peut pas faire ça. Okay? Donc, ils ont utilisé le vaccin. Je pense que de ce que j'ai compris, ça a eu un certain effet, mais c'est un certain effet bénéfique, évidemment, mais c'est difficile de quantifier ce bénéfice exactement. Donc ici, c'était simplement quelques statistiques sur les vaccins là, qui datent de vaccins contre la campagne de vaccination contre la variole simienne qui date de septembre. Et vous voyez que la plupart des doses ont été administrées au cours de l'été, évidemment. Ça a commencé assez rapidement après le début de la crise. Les autorités de santé publique réagissent plus rapidement. Ça, c'est un avantage de COVID. Certaines personnes ont reçu jusqu'à 2 doses. Comme on peut s'en douter, c'est surtout les adultes qui ont été vaccinés. Et puis, donc les adultes, ça correspond dans le fond à ceux qui sont les plus actifs sexuellement. Et puis, de façon surprenante, beaucoup plus d'hommes que de femmes ont été vaccinés parce que, comme on l'a vu, c'est eux qui sont le plus à risque. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette épidémie de variole du singe? Ou est-ce qu'on peut passer
à la partie suivante. Je vois qu'il est déjà 1h53. Comme chaque année, je prépare trop de matériel. Donc, j'ai une question pour vous. Et j'ai déjà posé la même question l'an passé. Donc, ceux qui étaient là l'an passé n'ont pas le droit de répondre. Quel est l'animal le plus dangereux pour l'humain? L'humain. C'est une bonne réponse, mais l'humain est le deuxième animal le plus dangereux pour l'humain. Ah bon? Ah, je vois qu'il y a une réponse dans le chat. Cela pourrait remonter. Le rat, non. Les insectes. Plus précisément? Les insectes piqueurs, je ne sais pas. Oui, mais lequel? Maringouin. Le maringouin. Oui, le moustique. OK? Ah, Donc, ça, ce sont tous les décès humains qui sont attribuables à un animal ou un autre par année. Donc, on estime que chaque année, 725 000 humains meurent suite à une piqûre de moustique. Okay? 475 000 humains en moyenne sont tués par d'autres humains. Les serpents tuent encore 50 000 personnes par année. 25 000 meurent suite à des morsures de chiens, essentiellement à cause de la rage, qui est encore très présente dans certains pays. Okay? Et puis ensuite, on a un autre insecte piqueur qui est la mouche tsetse qui cause la maladie qu'on appelle la maladie du sommeil. Ensuite, il y a la maladie de Chagas qui est très présente, par exemple, en Amérique centrale, qui est transmise par un autre insecte complètement. Bon, et je ne veux pas tous les faire là, mais loin derrière, on a les requins. Okay. Donc, 10 humains en moyenne sont tués par des requins à chaque année. Et évidemment, la psychologie humaine fait en sorte qu'on a beaucoup plus peur des requins qui sont peut-être présents dans l'eau lorsqu'on va en vacances que des moustiques. On devrait avoir beaucoup plus peur des moustiques. Okay? Il n'y a pas de requins dans nos bains. Non, non. On n'a pas beaucoup de chance effectivement de se faire mordre par un requin au Canada, mais quand on va en vacances dans d'autres pays, il y en aurait un petit peu plus. Mais je pense qu'on devrait pas faire attention à ça et profiter de la vie. Évidemment, là, d'avoir des humains qui meurent suite à des piqûres de moustiques, bon, c'est un petit peu ambigu parce que évidemment, c'est pas le moustique là qui nous tue, c'est les microbes que ce moustique nous transmet qui vont nous tuer. Okay? Et donc, ils auraient peut-être dû diviser ça aux différents microbes qui sont concernés. Donc, la malaria est l'un d'eux, la dengue serait un autre. Ce qu'on va voir, c'est, on va parler de la fièvre jaune. Mais avant ça, je vais vous présenter certains des moustiques qui causent ces maladies. Donc, on a l'anophèle, qui transmet la malaria. Donc, ça reste un des principaux tueurs et c'est essentiellement des enfants qui sont victimes de la malaria. Okay. Ensuite, on a le virus qui s'appelle Culex pipiens, qui cause le virus du Nil occidental. Okay. Ce dont on va parler là, ce sont des moustiques de l'espèce Aedes, parce que ce sont des moustiques qui sont invasifs, comme c'est expliqué ici. Ça veut dire que ces moustiques ont tendance présentement à se répandre à la surface de la planète, à prendre de l'expansion, à envahir de nouveaux espaces, et ça conduit à des maladies émergentes ou réémergentes. Alors, on a deux espèces principalement, on a Aedes aegypti et puis Aedes albopictus. Donc, les deux espèces peuvent
transmettre ces 3 maladies-là, c'est-à-dire chikungunya, Zika et la dengue. Donc Zika, on n'en parlera pas du tout, ça a causé une autre maladie infectieuse émergente en 2016-2017, si ma mémoire est bonne. La dengue, elle, est très présente à chaque année. Beaucoup de gens contractent la dengue, des centaines de millions de personnes. Et ça, heureusement, c'est une maladie qui n'est pas donc, avec peu de pourcentage de complications, mais il y a quand même environ 25 à 30 000 personnes qui en meurent à chaque année, là encore essentiellement des enfants. Souvent, ils en meurent non pas la première exposition, mais la deuxième exposition à ce virus. Et puis, on a chikungunya, qui est une maladie émergente dans plusieurs régions du monde, notamment dans des pays européens. Donc, je suis sûr qu'il y a des gens, des Français ou des gens d'origine française là, dans l'auditoire, ils sont au courant de ça. À chaque année, maintenant, il y a des cas de chikungunya dans le sud de la France et des cas qui sont transmis localement. Donc, on ne parle pas de cas importés, on ne parle pas de gens qui auraient acquis la maladie dans un pays exotique pour ensuite la amener en France. Non, c'est des gens qui ont été piqués par un moustique Aedes en France. Okay? Et il semble que la maladie maintenant va vraiment s'installer durablement. Donc, parlons de fièvre jaune. Alors, c'est un virus de la famille des flavivirus. Dans cette même famille, on trouve également le virus Zika, virus du Nil occidental, et puis la dengue. Il y a eu des éclosions importantes de fièvre jaune dans les dernières années, notamment au Brésil. Alors, le virus est capable d'infecter les humains et est capable d'infecter également d'autres primates. Puis ça, on va voir que ça conduit à des transmissions de virus régulières à l'espèce humaine à partir de réservoirs animaux. Il y a un vaccin qui existe, certains d'entre nous l'ont reçu. Moi, je l'ai reçu à un moment donné parce que j'avais dû aller travailler dans une zone endémique. Mais même si c'est un très bon vaccin, en passant, c'est un très vieux vaccin, son administration est insuffisante. Les stocks, on n'a pas assez de vaccins pour immuniser tout le monde. Il n'y a pas de traitement qui existe pour cette maladie. D'ailleurs, en passant, il y a cette famille, là, Zika, dengue, etc., aucun médicament d'approuvé contre aucun virus de toute cette famille. Ce sont des maladies qu'on appelle maladies négligées. Il y a littéralement une catégorie de maladies qu'on appelle comme ça, dans laquelle on met celle-ci. Beaucoup de compagnies présentement travaillent sur des développements de médicaments contre ces virus. On espère que ça va aboutir à quelque chose. Alors, donc, pour la fièvre jaune, et puis c'est la même chose pour les autres maladies de cette famille, on a ce qu'on appelle un cycle sylvatique et puis un cycle épidémique ou un cycle humain, si vous préférez. Donc, le cycle sylvatique, ça veut dire que le microbe se propage parmi des singes, via des piqûres qui sont faites par certaines espèces de moustiques, et ce ne sont pas les mêmes moustiques que ceux qui piquent les humains. Donc, pour les singes, on a surtout un moustique qui s'appelle Haemococcus gentinominis, un autre qui s'appelle Sabetes chloropterus. Et donc, le fait d'avoir ce virus qui se propage parmi les singes grâce à ces moustiques, ça permet au virus d'évoluer, d'accord ? Occasionnellement, il va y avoir un singe infecté qui, au lieu d'être piqué par un de ces moustiques, va être piqué par Aedes albopictus. Puis lui, Aedes, il est capable de se nourrir en allant piquer les singes, puis également en allant piquer les humains. Alors, le virus qui est présent maintenant dans ce moustique Aedes albopictus va pouvoir se retrouver dans la population humaine. Et une fois dans la population humaine, c'est principalement un autre moustique, Aedes aegypti, qui va propager la maladie d'humain à humain. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour ces maladies, notamment la fièvre jaune, occasionnellement, il va y avoir une assez grosse éclosion dans l'espèce humaine.
l'espèce humaine va ensuite développer une immunité, et donc la présence du virus dans l'espèce humaine va être atténuée, ou sans disparaître complètement, mais va s'atténuer beaucoup, sauf que le virus continue à être très présent parmi les singes. Et puis, ultérieurement, à un moment donné, le virus pourra revenir à l'espèce humaine à partir de ce réservoir animal. De plus, le moustique Aedes, contrairement au moustique Anophèle, c'est un moustique qui est très urbain et qui pique à toute heure du jour. Donc lui, il ne pique pas juste la nuit, il pique. On ne peut pas vraiment se protéger contre ce moustique en utilisant des moustiquaires. Et l'augmentation des déplacements, on sait que ça a joué un rôle dans l'augmentation des cas de fièvre jaune, tout comme d'autres maladies. Et ça a été notamment étudié, et puis c'est représenté dans ce petit schéma qui nous montre le nombre de cas de fièvre jaune dans différents pays et en relation avec ça, quels sont les déplacements qui ont été prouvés comme ayant contribué à ces éclosions. Donc, comme on l'a vu, c'est au Brésil qu'il y a eu le plus de cas. Donc, en 2016-2018, il y a eu environ 1500 cas, dont un tiers sont décédés. Donc, un niveau de létalité qui est très, très élevé. Et à partir du Brésil, il y a eu le virus a voyagé pour conduire à des cas en Europe, notamment au Danemark, en France, aux Pays-Bas, en Suisse, en Angleterre, en Roumanie, et également dans des pays voisins du Brésil, comme le Chili. Et d'autres, on a pu prouver que d'autres déplacements étaient corrélés avec des éclosions qui avaient eu lieu au Pérou, également en Bolivie. Même chose si on regarde d'autres continents. Il y avait eu en 2015-2016 une épidémie importante en Angola. Et à partir de l'Angola, des déplacements humains ont conduit à des transmissions dans d'autres pays tels que l'Ouganda, le Kenya, qui sont en Afrique de l'Ouest, et puis en Chine, où il y a eu un autre début d'éclosion en 2016. Alors, ça, c'est une excellente illustration là, du fait que les déplacements humains contribuent à ces maladies émergentes. Alors, on en vient à la dernière partie de ce cours, puis je vais essayer de finir rapidement. Quel est le rôle des changements climatiques dans les maladies émergentes? Donc, premièrement, les changements climatiques, bon, évidemment, là, je pense que je n'ai pas besoin de vous montrer que c'est une réalité. Là, nous, au Canada, on les vit tous les jours, les changements climatiques. On les vit à chaque hiver. On voit que les hivers sont plus courts qu'avant, sont moins froids qu'avant. On le voit très bien cette semaine, d'ailleurs. Et si on fait des projections, on peut voir que ce n'est pas près de se terminer. Donc ça, c'est une projection du réchauffement de régions d'Amérique du Nord pour 2071-2100 comparé à 1971-2000. Dans le fond, ce qu'ils font pour faire ce genre d'analyse, c'est qu'ils regardent la vitesse du réchauffement, mettons, dans les 30 dernières années ou 40 dernières années, et puis par projection de cette tendance, ils essaient de voir ce que ça va donner dans les 50 ou 80 prochaines années. Et donc, clairement, un pays comme le Canada va continuer à être soumis à de gros changements, puisqu'il y a même certaines régions où il pourrait y avoir en moyenne 10 degrés de plus en espace d'un siècle. Ce qui, évidemment, est énorme. Il faut prévoir aussi des changements au niveau des précipitations. Donc, le Canada va devenir un pays avec davantage de précipitations. Puis ça, c'est important parce que l'humidité favorise également certains vecteurs, notamment les moustiques. Donc, le fait de devenir un pays avec
plus de précipitations et une température plus élevée va certainement contribuer à l'expansion de vecteurs tels que certains moustiques et certains tiques. Donc, alors, le vecteur moustique va migrer davantage vers le nord, et au niveau de l'hémisphère sud, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que des pays qui sont vers le sud de l'hémisphère sud, exemple le sud du Chili, là, ce genre de pays, vont également gagner, les températures vont augmenter là-bas aussi, puis eux aussi vont être plus sujets à ces migrations de vecteurs. Donc, on va augmenter le risque pour la dengue, chikungunya, la fièvre jaune, la malaria. Je ne suis pas en train d'affirmer qu'on va voir ces choses-là au Canada, mais certainement, si on regarde l'Amérique du Nord dans son entier, on va voir des régions où on va avoir une augmentation de ces maladies. Ceux qui vont être les premiers concernés, ce sont des régions dans le sud-est des États-Unis. Également, il y a des vecteurs qui sont déjà endémiques au Canada, exemple la tique qui transmet la maladie de Lyme. On peut s'attendre également à ce qu'ils prennent de l'expansion. Et d'ailleurs, on voit que c'est déjà le cas, dans le sens qu'il y a de plus en plus de cas de maladie de Lyme qui sont diagnostiqués au Canada. Donc, évidemment, on est dans une période relativement petite, on parle d'une dizaine d'années, donc ça, c'est pas entièrement les changements climatiques qui expliquent ça. C'est probablement principalement des meilleurs diagnostics, mais on peut s'attendre à ce que ça continue d'augmenter. Les changements climatiques font aussi en sorte que les profils de migration d'animaux qui sont porteurs de ces maladies, tels que par exemple les oiseaux, c'est-à-dire des réservoirs animaux. Donc, eux, ils sont obligés de changer un petit peu où ils s'en vont pour l'hiver ou pour l'été, où ils prennent leur pause. Et ça peut contribuer, là encore, à des maladies émergentes. Donc, chikungunya, on peut s'attendre à ce que ça augmente. Ici, c'est des prédictions de quelles régions européennes vont devenir propices à l'établissement de moustiques qui transmettent chikungunya. Donc, présentement, on voit que ça concerne, si on regarde la France, ça concerne essentiellement le sud de la France. L'Italie, par contre, est déjà très, très sujette à chikungunya, également le Portugal, le sud de l'Espagne. Mais si on se projette dans l'avenir, dans une cinquantaine d'années, l'ensemble de la France sera sujette à la transmission de chikungunya. Et on a même une bonne moitié de la France qui sera littéralement dans la zone maximale, la zone rouge. Et donc, clairement, il faut s'attendre à ce que chikungunya devienne vraiment une maladie endémique en France dans le futur et dans d'autres pays européens. Il y a déjà des cas, donc comme je le disais, réguliers de chikungunya en France et en Italie. Ça, c'est même pas les cas les plus. Donc ça date de 2016 que cette analyse, mais je sais que l'an passé, il y a encore eu des cas de chikungunya en France. Pour ce qui est d'une autre maladie qui est transmise par les mêmes virus Aedes, donc comme la dengue, c'est exactement la même chose. Alors, je vous demande d'aller tout de suite ici sur la moitié droite, et ce qui est identifié comme des zones rouges, ce sont les zones dans lesquelles la maladie va prendre de l'expansion. Donc, vous voyez que la maladie se propage en direction du sud sur le continent sud-américain, sur le continent africain, et puis en direction du nord aux États-Unis, et puis dans le fond, au sud du Sahel, là, proche de l'Afrique du Nord. Donc, comme je vous le disais, le sud-est des États-Unis, pour ce qui est du continent américain, peut s'attendre à voir l'incidence de la dengue augmenter. Donc, comme on le disait au début, la déforestation contribue également aux maladies infectieuses émergentes, diminution de la biodiversité. Là, je passe vite, là, parce que dans le fond, on a déjà vu, vous avez vous-même amené ces hypothèses, là, qui étaient très exactes, et puis l'énorme augmentation des déplacements humains.
Alors, écoutez, pour finir, comme d'habitude, je veux juste faire un petit peu de publicité pour mon université, puis aussi pour la fondation de mon université auprès de laquelle vous pouvez faire des dons pour ceux qui en verraient l'intérêt. Et puis, quand vous faites des dons à la fondation, vous pouvez leur donner des instructions. Par exemple, s'il y a certaines filières ou certaines matières ou certains projets de recherche qui vous semblent intéressants à aider, mais vous pouvez très bien leur donner les instructions. Eux, ils vont faire exactement ce que vous voulez. Donc, une personne de la fondation là, qui gère beaucoup tous les dons, c'est Joël Gagné. Et voici leur adresse courriel. Alors, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Ça m'a fait très plaisir de vous parler. Et puis, je pense avoir peut-être dépassé. Non, je termine juste à temps. Ça me fera plaisir d'essayer de répondre à vos questions si vous en avez. Donc, je vais prendre les questions à la fois venant, je vais arrêter de partager, venant du chat et puis des mains qui se lèvent. Donc, premièrement, Monsieur Thomas. Oui, bonjour, merci, très Bonjour. intéressant. Je ne sais pas si vous pouvez parler un petit peu de la COVID. Je me dis que l'OMS est encore en alerte maximale. Il n'y a plus vraiment de mesures dans les différents pays. Au Canada, quels sont les risques actuellement? Qu'est-ce qu'on prévoit dans les prochains mois, nouveaux variants ou variants actuels qui vont durer? Oui, alors écoutez, merci, c'est bien que vous posiez cette question parce que j'ai fait une recherche ces jours derniers qui s'est même terminée hier pour répondre à ces questions parce que dans le fond, je produisais une vidéo pour un de mes cours. Ce vidéo-là, je l'ai mis sur mon YouTube d'ailleurs. Donc, si vous cherchez dans YouTube avec mon nom, okay, vous allez trouver ma page. Et puis, le premier vidéo que vous devriez voir apparaître, c'est un vidéo qui fait le bilan de la pandémie de COVID-19 depuis début 2020, même fin 2019, jusqu'en février, jusqu'à littéralement hier, donc au 15 février 2023. Et ça m'a amené à regarder la situation actuelle pour le Canada. Et je peux vous dire que présentement, la situation est stable. Et il y a environ, je peux vous donner le nombre de décès, il est à environ 200 par jour, non, pardon, par semaine, par semaine pour le Canada. Et on est autour de 200 depuis un certain temps. Okay? Donc, il y a des petits pics là, mais ce n'est pas une grosse variation. De plus, il faut bien voir que ce n'est pas toujours facile de savoir quel est le rôle exact de la COVID-19 dans le décès d'une personne. Souvent, les gens qui se rendent, qui ont des grosses complications à cause de COVID-19, ils ont également d'autres problématiques de santé. Exemple, ils sont traités pour des cancers, ils ont des maladies cardiovasculaires. Alors, c'est difficile de voir est-ce que COVID-19, ça a vraiment été l'élément principal menant au décès ou si ça a été juste un des éléments. Donc, je dirais que présentement, le nombre de nouveaux cas et le nombre de décès sont relativement bas. Il n'y a pas tellement de nouveaux variants présentement qu'on voit apparaître et qui causent une inquiétude. Rien ne dit qu'il n'y en aura pas dans le futur. Ce qu'on espère, cela dit, c'est que, puis je dirais que c'est la situation la plus probable, c'est que comme on a tous été infectés par COVID-19 maintenant, on a tous un certain niveau d'immunité. Okay? Et on a bien vu qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans cette pandémie, le taux de complications puis le taux de mortalité ne faisait que diminuer au fur et à mesure. D'accord? Présentement, il est vraiment bas. Et donc, on espère que ça va continuer dans cette direction. C'est-à-dire qu'on n'aura pas à nouveau une grosse vague avec un nombre important d'hospitalisations et de décès. Mais évidemment, personne ne va vous promettre ça.
OK? Alors, pour l'instant, l'OMS considère effectivement COVID-19 toujours comme une pandémie. Ils ont un groupe de travail qui se réunit. Ils se sont réunis, je crois, 11 fois déjà. La dernière fois, c'était il y a très peu de temps. Là, c'était ce mois-ci. Ils ont renouvelé cet état de cette caractérisation de pandémie avec une situation d'urgence. On s'attend à ce que ça change en cours d'année. Okay? Surtout si les choses restent stables, on s'attend à ce que ce soit rétrogradé un petit peu. Donc, on considérait ça comme une maladie endémique, okay? Plutôt que comme une pandémie. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci, c'est très bien. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Des questions ou des discussions, hein? Donc, je ne vois pas de main se lever. Ah oui, Monsieur Thomas à nouveau? Oui, est-ce qu'il pourrait y avoir de nouveaux insectes qui transmettent les mêmes maladies? Oui, puis j'en ai parlé un tout petit peu plus tôt, ça semble être le cas pour la malaria. Il y avait une augmentation des cas de malaria en Afrique de l'Est, je crois notamment à Djibouti, et ça semble être dû au fait que la maladie puisse être transmise par un autre moustique que le moustique habituel, qui est l'Anophèle. Donc, je n'ai pas d'informations plus précises, mais oui, ça peut se produire effectivement. L'évolution d'un microbe peut très bien aboutir à être capable d'utiliser un nouveau vecteur. Si nos maringouins transmettent des maladies infectieuses graves, ça... Oh boy! Oui, ben, effectivement, présentement, il n'y a pas beaucoup de maladies qui sont transmises par nos moustiques canadiens, heureusement. Il y en a quand même, OK? Mais effectivement, on ne peut pas exclure la possibilité que des virus qui présentement sont considérés comme des virus tropicaux s'adaptent pour utiliser les moustiques qui sont présents dans des zones plus froides comme le Canada. C'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure, mais je n'ai pas d'exemple à vous donner dans les médias. Oui, Monsieur Marc Aurèle? Bien, ben, je me demandais justement, la grippe aviaire, les oiseaux, ce sont les moustiques qui les piquent avec un virus. Non? Non, pour la grippe aviaire, les oiseaux se transmettent ça entre eux. Mais comment arrive le virus, mettons? Ben, c'est un virus, en fait. Oui, ben, chez les oiseaux, ben, c'est le virus de la grippe, il va toucher les voies respiratoires, Okay. exactement comme dans les autres animaux. Mhm. Donc, il va même y avoir des symptômes d'oiseaux qui... moi, je n'ai jamais travaillé avec les animaux, je ne suis pas du tout vétérinaire, ok, mais je sais qu'on pouvait isoler du virus dans la salive d'animaux, comme même des poulets, par exemple. Okay. Donc, les poulets, s'ils vacillent, je ne sais pas si on dit qu'ils toussent, okay, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais ils sont capables de projeter des gouttelettes de salive dans l'air qui vont ensuite aller infecter d'autres oiseaux qui sont présents à proximité, exactement comme le virus se transmet d'humain à humain. C'est vrai, c'est une grippe finalement. Oui, c'est vraiment... OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Entre-temps, je peux peut-être, il y a certaines personnes qui ont marqué dans la discussion, il y a Mme Marie qui trouve très intéressant, belle conscientisation sur l'importance de la vigilance. Ben, commencez pas à me faire rougir. J'avais vu ces commentaires, là, mais je voulais pas. Mais merci. Mais je voulais quand même le mentionner, malgré tout. C'est très gentil, là. Merci beaucoup. Donc, sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres commentaires? Donc, je crois que le sujet a quand même été assez clair. En tout cas, moi, de mon côté, je peux mentionner que vous m'avez beaucoup éclairé malgré tout, là. Puis, vraiment,
comme on parle justement de la conscientisation de tout, quand on va, peu importe quand on voyage, quand on va, soit dans la nature, n'importe quoi, mais de vraiment d'être plus vigilant. Là, je ne sais pas je sais pas si. C'est vrai que j'aurais pu avoir un petit peu de commentaires pratiques. Je vous dirais, si on va, moi, premièrement, là, il ne faut pas s'empêcher de vivre. OK? Moi, j'adore la randonnée. OK? J'adore être dans le bois. Je ne vais jamais m'empêcher de faire ça parce qu'il y a des moustiques ou des tiques. OK? Par contre, j'essaye d'avoir de l'anti-moustique sur moi. Et puis, j'y pense pas toujours, en fait, j'y pense jamais, mais ce serait une bonne idée. Donc, je me dis ça à moi-même en même temps, d'avoir quelque chose pour extraire une tique. Si on fait une randonnée, puis qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'on s'est fait mordre par une tique, on a une tique accrochée là quelque part sur nous. Faut pincer au niveau de la tête, surtout pas du corps, et tirer de ça. Donc, on peut faire ça avec une pince ou bien on peut faire ça avec un fil. Donc, vous pouvez arracher un fil de n'importe quel de vos vêtements, vous faites un petit nœud autour de la tête de la tique et ensuite vous tirez le tout. OK? Si vous faites ça, plus rapidement vous faites ça, moins vous avez de chances d'être infecté par la maladie de Lyme. Non. Oui, effectivement, il ne faut pas s'encabaner chez nous. Là, je pense qu'on l'a été assez pendant au moins 2 ans. Donc, malgré tout, il faut quand même rester vigilant là, pour certaines choses. Il y a des comportements à utiliser. Mais en fait, s'il n'y a pas d'autres questions, vraiment, je vous remercie beaucoup, 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 M. Berthoud. Vraiment, un grand merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, puis en même temps de nous permettre de nous mettre à jour, en fait, sur les maladies, justement, là, émergentes, donc infectieuses. Émergente. Donc, vraiment, là, ça nous permet vraiment de se mettre à jour puis de voir l'évolution. Donc, vraiment, un grand, grand merci. Et en fait, pour ceux qui, justement, là, qui désirent peut-être avoir de l'information supplémentaire là, ou tout simplement, là, je ne sais pas, M. Berthoud, est-ce que vous faites, si certaines personnes aimeraient avoir le PowerPoint, est-ce que vous le partagez? Oui, bien sûr, je vais vous le faire parvenir. Parfait. Donc, vraiment, vous avez seulement qu'à nous le faire parvenir et nous, on l'enverra là, aux personnes là, qui ont participé à la conférence. Donc, vraiment, un grand merci. Je tiens à mentionner aux personnes présentes que la semaine prochaine, nous allons avoir une conférence également dans la grande série des conférences, donc dans la série des grandes conférences, donc qui va être l'allégorie de la caverne de Platon, une image encore d'actualité, le point de vue du philosophe Alain Badiou. Donc, c'est jeudi le 23 février, toujours de 13h à 14h30 au montant de 10 $. Donc, elle sera offerte à distance et sera également projetée dans le local 231 du campus de Québec. Donc, vraiment, un grand merci si vous n'êtes pas encore inscrit. Là, on va passer justement d'un côté plus scientifique à un côté plus philosophique. Donc, vraiment, là, un grand, grand merci et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.